Bienvenue à tous les auditeurs et les auditrices de Radio Vostok pour cet épisode Livre-moi hors saison à retrouver en podcast ce mois-ci. Aujourd'hui, pour reprendre le fil de nos rendez-vous mensuels en douceur, après un été caniculaire, je vous propose de plonger dans le monde de la métaphore, de l'anaphore et de l'assonance avec une jeune maison d'édition qui s'est donnée pour mission de mieux nous faire connaître la poésie contemporaine. Je vous propose donc de vous installer bien confortablement, car nous allons vous emmener à la découverte d'un monde où le pavé brûlant, plat et ciselé des rues d'été laisse place désormais à une structure organique, celle du Chant des Fleurs. Bonjour Chester, comment vas-tu ? Salut, ça va bien et toi ? Ça va, merci. Les Chants des Fleurs, c'est peut-être bien ce que tu proposes Chester avec tes éditions, une maison très personnelle qui procède d'une approche intuitive de l'édition. Tout d'abord écrivain, puis éditeur. Tu es aussi musicien et proposes depuis 2022, dans un monde où les grandes maisons d'édition négligent la poésie au bénéfice de la fiction, un espace de réflexion et de création pour jeunes auteurs encore confidentiels. En balance comme le pendule entre le canton de Genève et les montagnes valaisannes, en transit aussi entre la maison des écrivains, des écrivaines et des littératures de Montet et une salle de concert survoltée, tu choisis de traduire le bruit du monde dans une très jolie collection de livres colorés et très agréables à manipuler. Alors Chester, que peux-tu nous dire sur ce rapport que tu entretiens avec la poésie et les fleurs ? Comment expliques-tu ton attirance pour ce genre littéraire ? La poésie, c'est pour moi une forme d'expression qui est vraiment personnelle et en même temps universelle. Et c'est d'ailleurs ça qui, pour moi, fait le lien entre la poésie et les fleurs. Et cette citation d'Henri Matisse que je mets en exergue sur tous les ouvrages, qui est « Il y a des fleurs partout pour qui veut bien les voir ». Et pour moi, ça résume assez bien la poésie. Il y en a partout pour qui veut bien la voir. Ton attirance pour ce genre littéraire, elle date de quand ? Tu écris depuis longtemps ? Depuis une dizaine d'années maintenant, depuis 3 ans sérieusement, régulièrement, va-t-on dire. Et c'est venu vraiment de vers qui sont restés avec moi pendant des années, malgré le fait que je ne les ai pas entendus. Et un jour, ils sont revenus en tête, j'ai pu retrouver le poème, et puis c'est là que je me suis rendu compte qu'il y a vraiment quelque chose de très fort, en tout cas pour moi, avec la poésie. Et c'est là que je me suis vraiment intéressé à ce genre littéraire. Donc il y aurait en fait une espèce de contact entre le réseau des émotions, le réseau des mots. Tu y vois quelque chose de très émotionnel. Oui, et puis c'est aussi ce lien à la parole, aux mots, qui certains mots nous touchent vraiment, et à tel point que plusieurs années après, on les a toujours avec nous, quoi. Cette poésie, qui est parfois confidentielle pour le grand public, de quoi parle-t-elle actuellement ? Je ne sais pas si actuellement c'est très différent des premières poésies qu'on a eues, puisque finalement, les poètes et poétesses observent le monde, et puis c'est ça qui va les inspirer, c'est ce qu'ils ou elles vivent, c'est le quotidien, et c'est vraiment de ça que ça parle. Alors autant de manière très simple et épurée, ou de manière très alambiquée et parfois même difficile à décoder, mais ça reste en fait l'expérience humaine quelque part qu'on essaye de retranscrire à travers les mots. Et toi, en tant qu'éditeur de poésie, quel est ton objectif dans tout ça ? C'est l'idée justement de pouvoir amener ces images, amener ces visions du monde, amener ces fleurs poétiques au jour, un peu comme un jardinier qui essayerait d'amener des nouvelles espèces, ou enfin vraiment de montrer cette diversité, la magnifique diversité poétique qu'on a, pour sortir un peu de cette idée que la poésie c'est un truc de vieux monsieur en veste en tweed qui fait des rimes alexandrins rimés comme on le faisait il y a 200 ans, quoi. Parce qu'il y aurait donc une poésie assez jeune et une poésie peut-être un peu dépassée où le mot a peut-être plus de valeur que ce qu'il évoque. C'est-à-dire qu'en fait, si on se penche vraiment sur la poésie puis qu'on va chercher des auteurs, on se rend compte que déjà, là, récemment, j'ai encore lu un recueil qui a été écrit vraiment au tout début du XXe siècle, c'était 1901 ou 1903, et déjà, il était au-delà des rimes, au-delà de la forme. Okay. Donc, ça a toujours existé, il y a toujours eu des gens qui étaient là pour venir défendre ça, mais j'ai l'impression encore que dans l'imaginaire collectif, on reste
accroché à une certaine idée que la poésie, ça se résume à Victor Hugo, à Lamartine, et puis que oui, alors il y a eu des gens comme Paul Éluard ou Paul Valéry qui ont fait des choses un peu différentes, mais ça reste dans l'imaginaire collectif des cas marginaux, et quand on pense poésie, on va plus facilement penser Ronsard que des auteurs actuels. La poésie est considérée, comme tu le dis, comme une forme d'expression profonde et personnelle. Toi, comment tu gères l'équilibre entre la préservation de la voix de l'auteur que tu édites et l'ajout des éléments éditoriaux que parfois il faut forcément mettre pour améliorer la lisibilité d'un texte? Oui, c'est toujours un travail assez délicat de venir... Du fait que c'est justement très personnel, souvent, parfois même trop personnel peut-être, c'est vrai que c'est toujours un travail délicat que de venir donner un retour là-dessus. Ce que j'essaye de faire à chaque fois que je travaille sur un manuscrit, c'est vraiment de prendre une perspective extérieure. La première lecture que je fais, je me mets toujours en fait pas en position d'éditeur, mais en position de lecteur. Et je fais des remarques. Je vais jamais obliger un auteur ou une autrice à faire des changements, mais je vais venir questionner. Je vais venir questionner la forme, je vais venir questionner le choix de tel ou tel mot, la pertinence de mettre tel ou tel poème. Et plusieurs fois, en fait, j'ai eu des retours quand je prends le temps de discuter avec les auteurs en question ou les autrices, c'est de dire, voilà, par exemple, ce poème-là, j'ai pas du tout compris. Ah mais oui, mais alors, c'est vraiment très personnel, et puis c'est un moment dans ma vie qui... Et alors, la question arrive, est-ce que on le laisse ou pas? Comment l'introduire? Est-ce qu'on l'introduit? Est-ce que si on... Et puis ça, c'est la grande question avec la poésie, mais plus généralement avec l'art. Est-ce que si on commence à expliquer, à devoir expliciter sa démarche, est-ce que c'est encore aussi... J'ai le mot naïf qui me vient à l'esprit, mais c'est pas vraiment ça, mais ça perd un peu de sa spontanéité, et je trouve ça dommage. Donc c'est venir questionner, est-ce que vraiment... Parce que du moment qu'on le publie, ça vient à un public... Alors on est d'accord qu'on n'est pas encore sur des centaines de milliers d'exemplaires, hein, on reste de manière très modeste, mais ça va quand même à un public. Est-ce que, d'une part, l'auteur ou l'autrice est prêt à exposer ça, puisque c'est exposer son intimité, et d'autre part, est-ce qu'il ou elle estime pertinent d'exposer ça tout en sachant qu'il est très peu probable que ça soit compris. Donc c'est vraiment venir questionner et amener l'auteur ou l'autrice à prendre du recul. Et parmi ces jeunes auteurs qui publient de la poésie, y a-t-il aussi des élans politiques engagés dans cette écriture? Peux-tu peut-être nous en parler? La poésie est-elle un moyen pour des groupes sous-représentés dans la littérature de prendre la parole? On a pu voir aussi que la poésie était peut-être parfois le parent pauvre en littérature, peut-être pas assez vendable, trop difficile, trop confidentiel parfois pour être compris par tout le monde. Est-ce que tu as songé, dans le cadre de prochaines publications, à faire des anthologies thématiques ou des choses dans ce genre? Alors là, on a plusieurs éléments qui sont rentrés là-dedans. Donc si je reprends dans l'ordre la question de la représentation des minorités, clairement, ça, la poésie, j'avais une vieille dame qui m'a un jour dit qu'avec la poésie, on disait des choses très complexes avec des mots très simples. Et pour ça c'est une des grandes forces, je trouve, de la poésie, c'est du moment où on arrive justement à la descendre de son piédestal, on réalise que il y a de la poésie partout pour qui veut bien la voir, il y en a partout pour qui veut bien l'écrire. Ce qui ne veut pas dire que tout ce qui est écrit doit être publié, mais la poésie, c'est une forme d'expression qui, je pense, du moment qu'on lâche un peu les a priori et les barrières qu'on a, permet de dire beaucoup de choses en peu de mots. Donc, en ce sens, je pense qu'elle est vraiment... elle peut être vraiment au service de certaines minorités. Ouais. Et toi, en tant qu'éditeur, tu vois des ponts et des liens à tisser, j'imagine, entre les auteurs et les autrices que tu rencontres? Bien, pour l'instant, j'ai un réseau qui est assez étroit dans les publications que je fais, parce que jusqu'à septembre, les publications qui sont sorties, c'est des personnes que je connais directement, que je suis allé aborder et proposer.
à partir d'octobre, ça va être des publications qui sont de personnes qui m'ont contacté. Et à travers des événements, j'espère bien pouvoir les mettre en lien justement et créer de nouvelles synergies. Et puis ensuite, pour revenir à la deuxième partie de la question, qui est sur les anthologies. Oui, c'est ça. Ça, c'est aussi quelque chose que je souhaite voir plus souvent, que ce soit finalement dans la poésie ou dans la littérature en général. C'est la collaboration. C'est quelque chose qui est encore, à mon avis, trop peu exploité. Un feuillet qu'on a sorti en mai, je crois, c'était justement un collectif d'écrivains et d'écrivaines qui se sont rassemblés autour d'une exposition qui avait lieu à Sion, qui ont produit des textes qui ont été lus dans le cadre de cette exposition. Et j'ai rassemblé tous les textes et on a fait un feuillet avec ça. Et ce qui m'a bien plu, c'est qu'avec l'accord, bien sûr, de toutes les personnes qui ont contribué, on a juste mis les noms au début et les textes dans le désordre. Donc les textes ne sont pas attribués à leurs auteurs, à leurs autrices. C'est vraiment un foisonnement de textes autour d'une exposition et qui donne un peu cette anthologie, mais on sait qui a contribué, mais on ne sait pas qui a contribué à quoi. Et ça, moi, je trouve que c'est quelque chose d'assez beau et d'assez fort. Alors après la présentation de cette expérience de médiation culturelle assez ambitieuse, je vous propose qu'on se retrouve après un titre choisi par l'émission de Radio Vostok pour la suite des actualités des éditions des Fleurs. À tout de suite. Nous sommes de retour sur Radio Vostok après cette petite interlude musicale en compagnie de Tiester Tivelli des éditions des Fleurs qui nous vient directement du Valais pour l'occasion. Après avoir parlé un petit peu de ta philosophie et de ta manière de comprendre la poésie et ta manière d'éditer, on va peut-être revenir un petit peu aussi sur les actualités de la maison. Est-ce que tout d'abord tu peux nous parler un petit peu de la teneur de ton catalogue ainsi que des auteurices des éditions des Fleurs? Avec grand plaisir, parce que c'est pour moi une grande joie et vraiment je suis très reconnaissant de la diversité de productions que j'ai eu la chance de pouvoir éditer jusqu'à maintenant, parce que donc il y a eu on arrive sur le 4e recueil vraiment en imprimé, en imprimerie. Ils sont les 4 très différents, ils ont chacun vraiment leur spécificité. Il y a celui qui est sorti en juillet, c'était une collaboration avec un artiste graphique et une poétesse qui ont fait ensemble. Là, nous avons Silène Titsé qui va sortir son recueil en septembre. C'est une grande diversité. Et puis les prochains recueils qui vont sortir encore d'ici la fin de l'année sont aussi très différents. Et je trouve que c'est une belle représentation de cette diversité poétique, de cette richesse de la poésie qu'on a en Suisse romande. Et pour ça, je suis vraiment très, très heureux de pouvoir collaborer avec toutes ces personnes. Et tu l'as brièvement évoqué, mais qu'est-ce que c'est que ce travail de mise en page aussi, pour lequel il y a des collaborations? Comment vous en sortez avec cette mise en page? Alors, en général, en tout cas jusqu'à maintenant, la mise en page n'a pas tellement posé de problème. Je propose une gamme de livres en format carré. Donc, je propose moi-même des services de mise en page. Ça fait partie de mon travail d'éditeur. Et jusqu'à maintenant, ça a toujours convenu aux auteurs et aux autrices avec lesquels j'ai travaillé. Donc voilà, c'est vraiment un format qui me plaît bien, qui permet aussi de donner une certaine singularité, une certaine ligne graphique et visuelle aux éditions. Et pour l'instant, c'est prévu de continuer dans cette voie. Et quel rôle jouent les performances et les événements dans la promotion de la poésie que tu défends? Est-ce que la poésie doit-elle être lue à voix haute? Oui, ça, je pense que c'est quelque chose qui est une part intégrante de la poésie. C'est sa lecture à voix haute, c'est son oralité, le rythme, la musicalité. Je propose toujours aux auteurs, aux autrices avec lesquels je travaille au moins une séance de vernissage, des vernissages dédicaces dans une librairie, et dans lesquels je leur propose plutôt que de simplement rester assis à signer des bouquins,
de prendre 10, 15 minutes pendant ces temps-là pour lire, pour s'exprimer sur leurs ouvrages, sur leur travail. Et puis là, la rentrée littéraire, j'ai aussi la chance d'avoir de nombreuses opportunités de venir présenter non pas seulement un ou une autrice, mais vraiment les éditions, d'inviter l'ensemble des personnes avec lesquelles je travaille pour pouvoir avoir cette chance de s'exprimer, de lire et de faire entendre leur poésie autrement que par une lecture au coin du feu ou peu importe. Et quelle est la réception du public à un texte lu à voix haute ? Est-ce que le public peut se déplacer ? Est-ce que le public doit plutôt être attentif, assis ? Comment est-ce que tu considères la rencontre en librairie ? En librairie, en général, c'est vrai que, en tout cas en Suisse, on a plutôt tendance à avoir des gens qui soit sont là par hasard et veulent pas déranger, donc restent assez discrets, ou alors les personnes qui sont là souvent, c'est dans le cercle de connaissances plus ou moins élargi, sont là pour entendre la personne et donc restent plutôt silencieux et attentifs et attentives à ce qui se passe. Est-ce qu'il y a un format que tu aimerais explorer un petit peu plus, l'enregistrement sonore, le théâtre? Tout à fait. Ça, c'est un projet qui est pas encore pour tout de suite et qui demande encore à être travaillé. Mais sur le moyen terme, effectivement, l'enregistrement sonore des poésies, de proposer un catalogue sonore mais de poésie toujours. Ça, c'est vraiment un projet que je garde en tête. Après, voilà, pas tout le monde est à l'aise forcément avec l'enregistrement de la poésie orale. Donc, c'est aussi quelque chose qui se travaille. C'est quelque chose que je veux faire correctement. Et donc, pour l'instant, je me concentre sur vraiment le lancement des éditions, le format papier, les livres, faire connaître les auteurs, les autrices avec lesquels je travaille. Et une fois que ça sera plus établi, alors je pourrais me pencher sur le concept d'un catalogue sonore de poésie. Maintenant que les présentations avec toi sont faites, je te propose de terminer notre entretien en t'invitant à nous présenter 2 livres qui figurent au panthéon de ta bibliothèque personnelle que tu as amené aujourd'hui dans les studios. Ces 2 ouvrages seront ensuite proposés et discutés dans le cadre d'un club de lecture qui se tiendra le 2 octobre prochain à Genève. Est-ce que tu peux me parler du premier livre que tu as choisi ? Oui. De quoi parle-t-il et pourquoi a-t-il particulièrement retenu ton attention à sa lecture ? Alors, le premier des 2 livres, c'est L'homme rapaillé de Gaston Miron. C'est donc un ouvrage de poésie. Voilà, puisque comme on parle beaucoup de poésie, je me devais d'amener au moins un bouquin de poésie. Et en fait, c'est assez drôle parce que je l'ai trouvé par hasard dans une boîte à livres. J'ai vu que c'était un livre de poésie, mais sans connaître. Donc, j'ai quand même pris parce que la poésie, ça m'intéresse. Et en fait, c'est un poète québécois, donc. Rapaillé, ça serait rapiécé. Et c'est une poésie qui, tout en étant assez imprégnée d'une espèce de mélancolie qui est assez récurrente dans la poésie québécoise, je dois dire. Du peu que j'en connais, c'est un thème assez récurrent. Reste quand même très légère. Ouais, légère, c'est le mot que j'utiliserais pour décrire cette poésie. Puis c'est une poésie qui me plaît beaucoup. Et il y a aussi un poème où il explique, où il remercie justement tous les poètes qu'il y a eu avant lui et s'excuse d'avoir éventuellement repris certaines phrases, certaines tournures en leur disant mais il n'y avait pas d'autres mots pour l'exprimer. Et ça aussi, c'est quelque chose dans la poésie que je trouve qui est encore peut-être un peu mal vu, en tout cas en Occident. C'est pas le plagiat, mais l'hommage d'une certaine façon, de reprendre des morceaux de vers par-ci, par-là. Et tout de suite, ça va être taxé de plagiat. Mais par exemple, si on prend la poésie japonaise, les waka, les haïkus, certains waka, ça fait donc 5 vers. Et sur certains waka, il y en a 4 qui sont repris d'un autre waka. Mais parce que c'est pas vu comme un plagiat, c'est pas vu comme un manque d'originalité, c'est vraiment vu comme un hommage, une réponse. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'aimerais voir dans la poésie, c'est l'intertexte, comment les gens se connectent à travers la poésie, à travers les textes. Et donc, ce poème de Gaston Miron a vraiment une bonne illustration de ça.
Et peux-tu nous parler du second livre que tu as choisi et nous dire les raisons qui t'ont poussé à vouloir nous en parler aussi aujourd'hui? Je crois qu'il s'agit d'un roman, c'est juste? Oui, tout à fait. Donc, comme je savais que ça allait être pour un club de lecture, j'ai aussi proposé un roman. Et puis, comme tout à l'heure, on parle d'un monsieur québécois, j'ai voulu rééquilibrer en parlant d'une femme genevoise, Shirin Sheibani, et c'est son dernier roman qui s'appelle Elle, entre parenthèses, S. Et qui est vraiment un livre qui m'a beaucoup touché. D'ailleurs, le premier livre qu'elle a sorti aussi m'a beaucoup touché. Je trouve qu'elle a une écriture justement très épurée, pour pas dire simple, parce que simple a rapidement une connotation un peu négative, mais très épurée et très, très actuelle, et très poétique, dans ce sens justement de ce que je disais en début d'entretien, que la poésie s'inspire de notre quotidien et tente de le retranscrire. Et dans les livres de Shirin Sheibani, c'est vraiment, en tout cas l'impression que j'ai, c'est vraiment ce qu'elle essaye de faire et ce qu'elle réussit avec brio, selon moi. Et de quoi parle-t-il en résumé? En fait, on suit l'histoire d'une jeune fille et d'une femme, deux destins qui sont proches mais en même temps séparés, et puis on les suit dans leur déboire quotidien. Et puis l'entretien continue et je m'aperçois qu'en fait tu portes un t-shirt du Canada, tu nous parles aussi de poésie du Québec. Est-ce que tu entretiens des liens avec le Canada? Mais tout à fait. Le deuxième ouvrage qui a été publié aux éditions des Fleurs, c'est Madame Full of Shit de Catherine Paquet, qui est une poétesse québécoise que j'ai eu la chance de rencontrer lors de son dernier séjour en Suisse l'été passé, qui est une poésie qui est très, très rafraîchissante par rapport à ce qu'on peut avoir l'habitude ici, parce que la poésie québécoise est logiquement influencée par sa cousine anglophone. Elle est plus directe, moins empoulée. Disons que dans les années 50, on a eu aux États-Unis, comme en France d'ailleurs, un peu ces mouvements où on voulait sortir des cadres, exploser. Et la grosse différence, j'ai l'impression qu'en France et dans la francophonie européenne, du coup, puisque le Québec, c'est pas le cas, mais on s'est un peu replié sur ce qu'on connaissait, alors qu'au Québec, j'ai l'impression qu'on a profité de cette ouverture, on s'est engouffré dedans, et puis maintenant, c'est vraiment une poésie qui est très différente de ce qu'on a l'habitude de lire ici, et donc de lire les poèmes de Catherine Paquet. Même si certains sont assez durs, faut le dire, mais c'est assez rafraîchissant, quoi. Super. Et puis, puisqu'il nous reste que quelques minutes à notre entretien, est-ce que tu voudrais encore nous parler d'un rendez-vous littéraire à ne pas manquer en Suisse romande pour tes éditions? Bien sûr, le 11 novembre, il y aura le Salon des petits éditeurs. À Genève. À Genève aussi. Avec Encre fraîche. Avec Encre fraîche. Ça, je pense que c'est vraiment une belle occasion de découvrir la littérature d'ici, comme d'ailleurs, en tout cas en Romandie. Le terreau des fleurs. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir passé ce moment en notre compagnie. Quant aux 2 livres coup de cœur présentés, vous pouvez les retrouver chez votre libraire et venir en discuter à l'occasion du prochain club de lecture qui se tiendra le 2 octobre prochain à Genève. Toutes les infos sont à retrouver sur le groupe Instagram de Livre Moi. Nous, on se retrouve le mois prochain pour la poursuite de notre tour d'horizon littéraire suisse. À tout bientôt, c'était Alexandre, votre conseiller radiophonique. Je te remercie d'avoir partagé ce quart d'heure d'émission avec nous. Pour ce 15e épisode, j'ai été donc accompagné de Chester Chivelli des éditions des Fleurs, que je vous encourage à découvrir à l'occasion